Alors, bonjour à toutes et à tous. On va débuter parce qu'on a un horaire vraiment très intéressant et très chargé. Mon nom est Martine Damour, je suis professeure à l'Université Laval et je suis porteuse de ce projet dont on va parler aujourd'hui. Ce colloque, il est donc une activité de fin d'un projet de recherche qui est intitulé les nouvelles configurations de la relation d'emploi et leurs impacts sur le travail, l'emploi et l'action collective. C'est un projet de recherche de 5 ans qui s'est étiré sur 7 ans et dont je vous présente rapidement les membres chercheurs. Donc, Louise Briand, qui est professeur à l'Université du Québec en Outaouais, Guy Bellemare, même chose, professeur à l'Université du Québec en Outaouais, Frédéric Hanin, qui ne pouvait pas se joindre à nous ce matin, mais professeur à l'Université Laval, Laetitia Pogliaghi de l'Université nationale autonome de Mexico. Et oui, parce qu'il y avait certains terrains qui ont fait l'objet d'une comparaison avec le Mexique, notamment Hubert. Il y avait aussi des étudiants de maîtrise, doctorat, ainsi qu'une chercheure postdoctorale. Cette activité ce matin est réalisée en collaboration avec l'Axe Travail et Emploi du CRIS, donc du Centre de recherche sur les innovations sociales, dont les 4 membres québécois, les 4 chercheurs québécois sont membres. Et donc, je vous présente aussi Thomas Colomba, qui va animer la discussion tantôt, ainsi que Florence Pouvreau et Mélanie Claude de l'équipe du CRIS, qui assurent tout l'aspect logistique de ce colloque, depuis les inscriptions jusqu'à la mise en ligne et tout ça. Évidemment, je remercie tout ce beau monde-là. Je vais prendre quelques minutes pour vous présenter le projet et quelques résultats clés. Alors, l'origine du projet, l'intuition ou l'hypothèse, c'est que de manière croissante, le travail s'effectue non plus dans le cadre d'une relation d'emploi classique entre un salarié, des salariés et un employeur, mais au sein de formes productives dérivées de l'externalisation, donc des réseaux de sous-traitance, ou la gestion par projet, ou le travail par l'intermédiaire d'une plateforme. Toutes ces formes, elles sont diversifiées, mais elles ont en commun que les relations et les conditions de travail et d'emploi sont déterminées bien au-delà des frontières juridiques de l'entreprise et des frontières géographiques d'un établissement. On a procédé à 7 études de cas dans 4 secteurs d'activité. Les services de transport par taxi, la production et la transformation agroalimentaire, plus précisément la volaille, les services informatiques à l'entreprise et les services de garde à l'enfance. Notre objectif général, c'était de comprendre dans une perspective historique, donc sur un horizon d'une 15aine d'années, et comparative entre les secteurs puis entre les pays, le fonctionnement de ces formes organisationnelles, leurs impacts sur l'organisation du travail, la charge de travail, la stabilité d'emploi, la protection sociale, et la capacité d'action collective des travailleurs, donc leur capacité d'être représentés, de négocier puis de faire respecter les droits au travail. Des monographies de ces études de cas accompagnées de résumés dans 3 langues, français, anglais, espagnol, sont disponibles sur le site web du projet dont l'URL se trouve sur la fiche qui servait de promotion pour le colloque. Je vous donne rapidement 5 constats qui ressortent de nos travaux. Premier constat, dans ces formes productives, les tâches requises pour produire un bien ou un service final sont réparties entre plusieurs entreprises ou organisations, plusieurs lieux de travail, plusieurs groupes de travailleurs qui ont des conditions de travail et d'emploi très différentes. Plus on s'éloigne du cœur du réseau ou du début de la chaîne, plus les conditions se détériorent et plus elles sont supportées par des travailleurs vulnérables, travailleurs et travailleuses vulnérables, qui n'ont pas beaucoup d'autre choix que de les accepter. Deuxième constat, les conditions de travail et d'emploi ne sont pas déterminées uniquement ou même principalement par l'employeur légal, avec ou sans négociation avec un syndicat représentant ses employés. Elles sont donc en grande partie structurées par des entités autres que l'employeur légal, par exemple l'entreprise donneuse d'ordre ou l'entreprise cliente.
Ces entités-là n'ont aucune responsabilité de protection à l'égard des travailleurs et travailleuses qui subissent leur influence sans pour autant être à leur emploi. Et ces derniers n'ont aucun moyen d'amener ces entités à négocier avec eux. Troisième constat, la régulation par le droit du travail, c'est-à-dire les normes du travail, la santé et sécurité, l'accès à la syndicalisation. Donc, cette régulation par le droit du travail, elle est de moins en moins opérante. Ça ne veut pas dire qu'il y a une absence de règles, mais plutôt que ce sont d'autres types de règles qui s'appliquent. Par exemple, les règles édictées dans les contrats commerciaux, les règles gouvernementales concernant le produit ou le service, par exemple les règles budgétaires dans le cas des CPE ou les règles de bien-être animal dans le cas de la transformation alimentaire. Quatrième constat, ces conditions différentes, donc entre les groupes de travailleurs, s'expliquent en bonne partie par les rapports de pouvoir entre les entreprises ou organisations qui participent à la chaîne ou au réseau, ce que nous on appelle la configuration productive. Même sans être impliqués dans des relations de propriété, les entreprises dominantes peuvent, par l'intermédiaire de contrats commerciaux, dicter les règles du jeu aux autres joueurs, se distancier des travailleurs qui participent pourtant à réaliser leurs produits ou à rendre leurs services. Cette segmentation entre différentes parties du produit ou du service réalisé par différents groupes de travailleurs qui n'ont pas le même employeur, souvent pas le même lieu de travail et à qui on accorde des conditions de travail et d'emploi différentes. Tout ça, cette segmentation, ça crée des rivalités entre groupes de travailleurs, ce qui est un obstacle additionnel à l'action collective. De là, l'objectif de ce colloque, qui est précisément d'entrer en discussion avec des acteurs des milieux syndicaux, associatifs, communautaires. Donc, ce n'est pas un colloque universitaire classique, c'est vraiment un colloque où on veut entrer en discussion avec des gens du terrain pour partager des constats, mais surtout pour envisager des pistes d'action collective et de politique publique que les acteurs sociaux et les chercheurs pourraient conjointement revendiquer. Pour lancer cette discussion-là, il y a 2 bougies d'allumage. Premièrement, la présentation, au lieu de présenter nos études de cas de façon traditionnelle, ça, vous pouvez les lire sur notre site Web, on a plutôt fait appel au Théâtre parmi nous, qui, depuis des dizaines d'années, au moins 40 ans de mémoire, c'est une coopérative d'ailleurs de travailleurs artistes, le Théâtre parmi nous, qui depuis une quarantaine d'années poursuit l'objectif de nous faire réfléchir avec humour, puis grâce au médium du théâtre. On remercie chaleureusement le Théâtre parmi nous d'avoir accepté donc de travailler avec nous et puis de rendre de façon très vivante les constats qui émanent de la recherche. Ça, c'était la première, ça va être la première bougie d'allumage. La deuxième, c'est un panel avec 5 intervenants et intervenantes que Louise Briand va vous présenter tantôt, mais 4 de ces 5 personnes sont issues des milieux syndicaux et associatifs et on les remercie là, chaleureusement d'avoir accepté de lire les monographies qui concernent leur secteur, puis ensuite de réagir aux différents constats, puis d'apporter leurs propositions, leurs expériences et leurs propositions. Par la suite, il y aura une discussion qui sera animée par Thomas Colomba, une discussion en plénière, donc avec l'ensemble des participantes autour de la question clé, quelle piste pour le renouvellement de la régulation du travail et de l'action collective. Je dois aussi vous dire que l'équipe de recherche, on prépare un ouvrage collectif qui est à paraître aux presses de l'Université Laval. Le dernier chapitre de cet ouvrage va reprendre les grandes lignes de discussion du colloque, sans nommer les personnes. Et le titre provisoire de ce chapitre, c'est « Action collective et politique publique, un dialogue avec les acteurs sociaux ». Je vais aussi vous dire que le colloque est présentement enregistré et on prévoit rendre disponible sur le site de notre projet de recherche et avec un hyperlien sur le site du CRIS, le colloque lui-même, sauf les discussions avec les participants, et ça, bien sûr, à condition d'avoir l'approbation des panélistes.
La plénière, elle sera enregistrée uniquement pour nous éviter la tâche fastidieuse de prendre des notes à toute vitesse, mais elle ne sera pas diffusée, la discussion. Alors, maintenant, et sans plus tarder, place au théâtre, place à une forme animée de présentation des constats de la recherche. Merci. Mais vous ne me demandez pas où je vais? Pas besoin, vous l'avez déjà rentré dans l'application. Vous savez où c'est? Votre destination? Oui. Non, pas vraiment. Ben là, Pas besoin de le savoir, l'algorithme a déjà donné un trajet. ouais. Il en fait des choses, l'algorithme. Quasiment plus besoin de penser. Ouais, ça peut être vu comme un avantage ou un inconvénient. Mais comment ça? Ben, si tu fais pas tout ce qu'ils te disent, comme ils disent, à la vitesse qu'ils te disent, ben, tu risques de te fermer ta porte. Il en fait des choses, l'algorithme. Si vous avez un petit creux, il y a des friandises dans la couloir. Des bonbons? Wow! C'est le traitement VIP. Est-ce que c'est l'algorithme qui vous dit de fournir les bonbons? Non, c'est une initiative personnelle. Plus le client est satisfait, plus l'algorithme est satisfait. Fait que je m'organise pour mettre toutes les chances de mon bord. En tout cas, comme sideline, là, c'est pas désagréable. Non, non, c'est pas un sideline. Je fais ça à temps plein, moi. J'étais chauffeur de taxi avant, mais il a fallu que je bouge, moi. Mon permis valait plus rien. Fait que j'ai pris la compensation du gouvernement pour le rachat, mais maintenant, c'est plus le gouvernement qui règle les quotas de nombre de taxis, qui fixe les tarifs, qui détermine la région. N'importe qui peut faire du taxi maintenant. Pas besoin de permis de taxi. Un permis ordinaire, ça fait. Savez-vous ce que ça veut dire, ça, madame? Savez-vous ce que ça veut dire, madame? Non, je ne sais pas. Ça veut dire qu'il y a 2 fois plus de chars sur la route, puis qu'il n'y a pas de clients de plus. C'est le free for all, c'est ça que ça veut dire. Ce qui a pour conséquence de... Ce qui a pour conséquence de... Regardez en avant quand vous me parlez. Ce qui a pour conséquence de qu'on travaille comme des maudits juste pour gagner nos vies. Fait des horaires de fous juste pour arriver. Puis, vous savez pas le pire. Savez-vous c'est quoi le pire? Regardez en avant. Le pire, c'est qu'on est obligé de donner une cote à Uber. 20%. Puis, pas de bénéfices marginaux, pas d'assurance collective pour les autos, hein? Des esclaves. On est des esclaves! On est arrivé! Excusez. Oh. Excusez. Je me suis emporté un peu, je pense. Hein? Je serais porté à penser que oui. Oui. Écoutez, madame, c'est parce que l'algorithme va vous demander d'évaluer votre niveau de satisfaction de votre voyage. Hein? C'est une note sur 5. Puis si j'ai pas 4,65 sur 5, ben, ça sera pas bon pour moi. Puis si ça se produit trop souvent, ben, Uber va fermer mon application. Puis je vais me retrouver au chômage. Bon, ben écoutez, je vais y penser. Bonne fin de journée. N'oubliez pas, hein? 4,65. J'ai ouvert la portière. Ouais, puis les bonbons. Toc toc, est-ce que je trouve de bonheur? Non, non, entrez, Francine. C'est parce que je suis déjà entrée. Je peux revenir si je dérange. Hein?
C'est parce que vous m'avez demandé de passer aujourd'hui, mais là, je vois que vous êtes occupé. Oui, non, je jetais un dernier regard, là. C'est justement de ça dont je voulais vous parler. Ah. Ce sont les nouvelles normes pour les emballages des croquettes de Caprice de Fiston pour les épiceries gros lots. Des nouveaux emballages. Oui, pas grand-chose. Là. Grossir le lettrage pour le nom du produit, modifier légèrement la couleur, des barquettes biodégradables, et puis un encart sur l'emballage pour préciser que ce sont un emballage biodégradable. C'est un bon argument de vente, vous trouvez pas? Oui, ça, c'est un bon argument de vente, là. Mais c'est juste que ça va demander des changements sur la ligne de production. Ah, j'imagine, oui. Eh bien, oui. Les abattoirs à Batou sont très satisfaits des services d'Embaltou, mais si ça dépasse vos capacités, on peut aller voir ailleurs. Je vois ici que la recette a changé. Oui, un peu moins de sel, on a ajusté les épices pour mettre ça au goût du jour. On a combien de temps pour mettre tout ça en place? Ah, c'est parce qu'on arrive à la saison des barbecues. Oh, ça veut dire qu'on n'a pas le temps de niaiser. Je vous le fais pas dire. Toujours un plaisir de faire affaire avec Embaltou. À cette heure, faut que je fasse avaler ça au directeur de production. Je sens que ce sera pas de la main. Ce sera pas facile. Tu voulais me voir, Francine? Ah! Bob, comment ça va? Ça va bien. Puis les enfants, ils vont bien aussi. Les enfants vont bien. Puis ta femme, Margot, elle va-tu bien, elle, avec? Elle s'appelle Martine, puis elle va bien. Bon, c'est quoi la mauvaise nouvelle, là? Hein? Pourquoi tu me demandes ça, là? Ben là, t'as demandé des nouvelles de tout le monde. Rien que le chien, il est pas passé, là. Ça ressemble à quelqu'un qui prépare le terrain, ça. Ben, écoute, les épiceries gros lots, là, ils veulent changer l'emballage de leurs croquettes Caprice de Fiston. Changer la couleur, grossir le lettrage, une barquette, quasiment rien d'abord. Oui, ce serait pour dans un mois. Ben, si tu vas voir à l'autre page, là, il y a aussi la recette qui a un petit peu changé. Ben, écoute, on a déjà vu plus compliqué, là. Je suis certaine qu'on va passer au travers. C'est ça. On va rouvrir le département des miracles. Ah, puis aussi, va falloir augmenter la cadence, hein, parce que les épiceries gros lots, ils veulent que ça rentre tous les lundis matin. Ça veut dire du temps supplémentaire obligatoire. Oui. Puis travailler le dimanche. Oui, mais les temps sont durs puis la concurrence est féroce. Une chance que les augmentations de salaire prévues y arrivent, là. Ça va aider à faire passer la pilule, ça. Justement, à propos de ça, on pourra pas l'accorder. Écoute, on peut pas augmenter nos prix. Les temps sont durs, puis... La concurrence est féroce. Ah, je le savais que je pouvais compter sur toi. Maria, moins de sel dans la recette de panure. Là. Si. Ah, c'est pas le bon rouge non plus. Là. Yo cambio de rojo. Barquette, ça prend 2 thés. Estoy hasta el cuello. Esto es más que suficiente. Oui, puis il faudrait que ça accélère, là, parce que faut que ça soit ces tablettes des épiceries gros lots le mois prochain. On fait du temps supplémentaire. Obligatorias. Trabajamos el domingo. Por suerte, pronto habrá un aumento. Ah oui, à propos de l'augmentation, là, je sais pas trop comment te dire ça, là. ¿Qué? ¿No aumento? El trabajo es muy duro para lo que pagan. Qu'est-ce qui se passe, là? Bob, ya encontré otro trabajo. Je commence la próxima semana. Tu démissionnes? Ya encontré algo mejor. C'est un peu plus payant. Maria! Francine, ça n'a plus d'allure. Il y a trop de roulements, là. C'est bien beau engager des temporaires du Mexique puis du Guatemala, mais je suis toujours en train d'en former des nouveaux, là. Je peux plus tenir. Il faut améliorer les conditions de travail sur le plancher puis augmenter les salaires pour que ça cesse. Marcel, il va falloir qu'Abatou puis Embaltou revoient l'entente qu'on a. On pourra pas y arriver. On a été obligé d'aller voir ailleurs. Embaltou ne pouvait plus répondre à la demande. Que voulez-vous? C'est la loi du marché. Excusez-la.
Capuccelli-Lamotte a accepté de vous parler directement de cette île où il est appelé à travailler en ce moment. Vous pouvez y aller, Monsieur Capuccelli-Lamotte. Merci, Madame la professeure. Très heureux d'être ici dans le cadre du programme d'orientation professionnelle de 5e secondaire pour vous parler du métier de chargé de l'implantation de systèmes intégrés de gestion. Je suis à l'emploi de la firme Intégrateur, mais je suis au service des clients qui déterminent plus ou moins les conditions dans lesquelles j'accomplirai ma tâche. Bon, certaines d'entre vous vont se demander pourquoi j'ai choisi d'exercer ce métier. Cette profession, je devrais dire. Bien sûr, on peut parler de la rémunération. C'est un attrait, mais la raison principale qui m'a amené à choisir ce métier, c'est la grande autonomie dont je bénéficie dans l'exercice de mes fonctions au jour le jour. Oui. Oups. Je vous demande pardon. J'ai un téléphone. Ça sera pas long. Je reviens tout de suite. Allô, chérie, c'est parce que je suis avec mes étudiants du secondaire, là. J'ai eu une bourrée d'ennui. Vas-tu être parti longtemps? Ben, tu sais comment est-ce que c'est, hein? Ça paraît simple au début, mais il arrive toujours des problèmes, hein? Bon séjour à cette île. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Au revoir. Oui, pardon. Bon, vous voyez, il y a la contrainte des lieux, là. On peut faire du télétravail, mais rien n'empêche qu'à un moment donné, il faut aller dans les bureaux du client. Alors, Bonjour, Matt. Hey, tu permets que je t'appelle Matt, parce que Mathieu Philippe, etc., c'est longuet un peu, hein? Oui, c'est parce qu'il n'y a pas de problème, mais là, c'est parce que je suis en Zoom. Là. 3 secondes. Écoute, on s'est réunis, là, le comité d'implantation, puis on se disait que on voulait voir comment simplifier ça au niveau de la gestion des RH. Tu sais, gestion des congés, gestion des vacances, congés de maternité, sans solde, et puis aussi, là, les heures ouvrables, là, pour les temps de formation. Hein? Puis ce qu'on aimerait, là, c'est que tu mettes tout ça sur un même tableau. Bon, ben c'est très bien. Tu m'envoies ça, je vais regarder ça ce soir, à l'hôtel. T'es bien smart, Matt. Oui, bien sûr. À l'occasion, il y a des ajustements à faire, hein, de temps en temps, là. Ben, assez régulièrement. Bon, finalement, le plus souvent. Hein, bon, ça arrive tout le temps, mais que voulez-vous? Ça fait partie de la job, comme on dit. Alors... Monsieur Capuccelli-Lamotte. Oui, c'est parce que je suis en Zoom, là? 2 secondes. C'est parce que vous avez planifié une rencontre là, pour le comité d'implantation vendredi de 18h à 20h. Oui, c'est pour parler des consignes que vont impliquer les changements dans la gestion des RH. C'est des heures supplémentaires, ça sera pas possible. Fait que on a changé ça pour lundi matin de 9h30 à midi à la place. Mais c'est parce que ça va m'obliger à rester ici toute la fin de semaine, là. Mais profitez-en, c'est magnifique cette île l'hiver. Bon. Oui, c'est sûr, hein. Chacun a ses propres préoccupations, propres intérêts, ses propres revendications, propres caprices. Mais... vous voyez, quand je parlais de la grande autonomie dont je bénéficie dans l'exercice de mes fonctions, disons qu'en y repensant, là, il y aurait des nuances à apporter, hein, au minimum. Bon, sur ce, vous allez m'excuser, j'ai un téléphone urgent à faire, là. Fait qu'on va prendre une pause, hein, et puis on va revenir. Merci de votre indulgence. Allô, chérie, c'est moi. Dis-moi-le pas. T'es pogné pour passer la fin de semaine à cette île. Ben oui, qu'est-ce que tu veux? Je suis pas totalement maître de mes horaires de travail. Pas totalement. Pas du tout, tu veux dire? Oui, t'as bien raison, là. Au moins, es-tu payé pour le temps que tu perds? Ben non, je suis à forfait, là. Le développeur s'en lave les mains en me remettant ça dans les mains.
Bonne fin de semaine à cette île. Oui, merci. Vous voyez? Quand je parlais d'autonomie, là, disons qu'on pourrait parler d'une autonomie encadrée, hein? Fait que j'ai été très content de venir ici, cher finissant, finissante, vous parler du fascinant métier de chargé d'implantation de systèmes intégrés de gestion financière pour la firme intégrateur, sous-traitant pour la firme développeur, qui a créé le système intégré de gestion Maintenant, vous savez à quoi vous en tenir. Merci. Comment tu t'appelles-tu? Je m'appelle Coriolan Quinca.c. C'est un drôle de nom. Oui, je le sais, mais tout le monde, il m'appelle Coco. Toi, comment tu t'appelles-tu? Marie Lurette. Mais tu peux m'appeler Lulu, ma mère a vu. Il fait quoi dans la vie, ton père? Ah, mon père, il chiale contre le gouvernement. Le tien? Ah, il m'amène au McDo une fin de semaine sur 2. Mais ça, c'est parce que ma mère est monomarentale. Ouais. Ma mère, elle cherche un CPE. Ouais, c'est ça qu'elle fait. Elle cherche un CPE à temps plein, puis elle cherche à plein temps. Ouais, c'est ça qu'elle fait. Mon père, il dit que la proportion des places dans les CPA est passée de 34,6 % à 26,7 % en dedans d'un peu plus que 10 ans. C'est deux mains. Mais comment ça se fait qu'il sait ça, ton père? Mon père, c'est un bon chialeur contre le gouvernement, ça fait qu'il se renseigne. Ça a du bon sens. Et moi, ma mère a dit que dans les CPE, les gardiennes, elles ont un meilleur salaire que dans les garderies, qu'ils n'ont pas de subvention. Mais que les conditions de travail, ils sont moins bonnes que dans les garderies, qu'ils ont des subventions. Puis elle dit que le mystère de la famille, il veut pas dépenser. Mon père, il dit qu'il faut dire le bâtard de mystère de la famille qu'il dit, mon père. Ma mère a dit aussi que c'est des biléries. Des biléries? Oui, ça veut dire qu'il fait qu'il s'y prête. Ah oui, il fait exprès, certain. Ça a l'air que le bâtard de mystère de la famille, il a coupé de l'argent dans les garderies qui ont des subventions en 2014, puis que ça, c'était débilité. Débiléré. Non, débilité. C'était débile léger, qui disait mon père. Tu sais, c'est difficile parce qu'elle est monomarentale. Oui, mon père aussi, il est monoparental. Il dit que ça y aide dans son chiolage. Ouais, ça doit. Oui. Puis il dit que c'est à cause de ça que les services, ils se moins bonnisent. Il se détériore. Oui, c'est ça le mot, ils se détériorent. C'est parce que dans les garderies qui n'ont pas de subvention, là, qui sont pas CPE, ils sont pas capables de donner des aussi bonnes conditions de travail. Ça fait que les gardiennes, ben, ils s'en vont. Où? Ils s'en vont où, les gardiennes? Ils s'en vont ailleurs, qui dit mon père. Il y a beaucoup de monde qui va là ailleurs. Oui, ça doit être une belle place, ça, Ouais. ailleurs. Il est bon dans le chiolage, ton père. Oui, mon père, c'est le meilleur chialeur au monde. Hey, si ton père, il se mariait avec ma mère, ben, elle serait plus monomarentale, puis lui, il serait plus monoparental. Mais il se trouverait pas de garderie plus. Oh non, mais ta mère, elle pourrait nous garder. C'est que mon père, il pourrait chialer à temps plein. Non, c'est macho, ça. Oh, c'est vrai, ça se peut pas, ça, non plus. C'est compliqué. Oui. Il faudrait que les gens, ils se réunissent. Oui, comme dans un colloque.
à la recherche de pistes de renouvellement de la régulation du travail et de l'action collective dans un contexte d'externalisation. Wow! C'est une bonne idée, ça. Ouais. Mais s'ils sont bons dans cette réunion-là, ton père, il pourra plus chialer contre le gouvernement. Ah, mon père, il va chialer pareil. C'est un bon chialeur, il va se trouver d'autres choses, c'est sûr. En tout cas, ma mère, elle va être contente parce qu'elle n'aura plus besoin de se chercher une garderie à temps plein, à plein temps. C'est une bonne idée, les colloques de pisse. De pisse. De pisse. Comme dans les colloques de pipi. Donc, on passe maintenant à la deuxième bougie d'allumage, qui est celle de notre panel. 5 personnes, dont 4 praticiens, 4 personnes du milieu. Et pour terminer, Guy Bellemare du projet, mais pas à titre scientifique, mais vraiment pour présenter ce qui se fait ailleurs, ailleurs qu'au Canada et au Québec. Bref, je vous présente en rafale les 5 panélistes et après quoi, je vais leur accorder une période de 8 à 10 minutes, mais un 10 minutes absolu. Vous allez voir que je suis assez sévère sur le temps. C'est la comptabilité en moi qui remonte. Alors, sans plus tarder, donc, M. Ménard, pour commencer, M. Ménard est né d'un père agriculteur et d'un producteur d'œufs dans la municipalité de Saint-Pie-de-Bagot en Montérégie. En 1986, il a commencé à travailler pour le plus gros transformateur de porc du Québec. Au fil des années, il a voulu s'impliquer dans les conditions de travail et l'amélioration du travail. Il a été recruté par son comité syndical pour devenir le chef délégué, poste qu'il a occupé jusqu'en 2016. Et par la suite, il s'est vu offrir un poste de représentant syndical au sein de la section locale des TUAC. Depuis 2016, donc, il agit en tant que représentant syndical pour la section locale TUAC de 1991-P. Et il a dans son bloc d'affaires plusieurs entreprises dans le secteur de la transformation de la volaille et d'autres secteurs qui ont recours aux travailleurs étrangers temporaires. Les demandes, d'ailleurs, pour ces travailleurs sont en constante évolution. La pénurie de main-d'œuvre est assez évidente dans ce secteur. On aura ensuite l'occasion d'entendre Mme Vachon. Mme Vachon est une éducatrice à l'enfance de 21 ans d'expérience. Elle milite syndicalement depuis 2010, d'abord à titre de déléguée syndicale de son centre de la petite enfance, mais ensuite au sein d'un exécutif régional du syndicat des travailleurs de CPE de la région de l'Estrie, CSN. Elle agit également à titre de formatrice pour ses pairs dans sa région. Madame Vachon fait partie de la direction politique de la Fédération de la santé et des services sociaux, CSN, à titre de vice-présidente régionale d'abord, mais depuis décembre 2020, elle est représentante du secteur des CPE à travers tout le Québec. Elle fait donc la négociation des clauses nationales des CPE syndiqués à la CSN, directement avec le ministère des associations patronales et le Conseil du Trésor. Elle représente donc 11 000 travailleuses et travailleurs en CPE syndiqués à la CSN. M. Marchal est un diplômé en communication de l'Université de Moncton et il a entrepris une carrière de journaliste et de communicateur à Radio-Canada et à TV5 avant de poursuivre des études à HEC Montréal. Il complétera éventuellement une maîtrise en administration des affaires et il travaille comme consultant indépendant avec des mandats à Industrie Canada, notamment à la SODEC et autres. Depuis 2020, M. Marchal occupe le poste de directeur général de l'Association québécoise des informaticiennes et informaticiens indépendants qui regroupe 1300 membres.
et dont la mission est de développer la communauté des consultants indépendants en technologie d'information au Québec. Nous aurons ensuite M. Mostafa Henaway, un candidat au doctorat du département de géographie, d'urbanisme et d'environnement de l'Université de Concordia. Sa thèse portera sur l'organisation géographique et économique du travail en Amazonie. Il a fait ses études de maîtrise à la Global Labor University. Il est organisateur au Centre des travailleurs et travailleuses immigrants depuis 2007, où il travaille sur les enjeux des travailleurs et travailleuses d'entrepôt et des agences de placement temporaire. Le Centre défend les droits du travail et des immigrants et il se bat pour la dignité, le respect et la justice de ces travailleurs. Nous aurons enfin Guy Bellemare, professeur associé, c'est-à-dire donc retraité, du département des relations industrielles de l'Université du Québec en Outaouais. Tout au long de sa carrière et maintenant dans sa retraite, ses intérêts de recherche ont porté sur les relations industrielles, la sociologie du travail, la démocratie industrielle et les processus sociaux. Alors, j'ai au cadran 10h09, je vais céder la parole à M. Ménard pour un premier 10 minutes absolu. À 8 minutes, je vous informe qu'il vous reste 2 minutes pour clore. Alors, et je le ferai à travers le fil de discussion. Donc, à vous la parole, M. Ménard. Ben, bonjour, merci Madame Briand. Effectivement, comme vous savez, je suis dans le milieu des abattoirs principalement dans mon travail. Effectivement, dans les deux plus gros joueurs au Québec, pour ne pas les nommer, là, dans l'industrie de la volaille. Donc, effectivement, Madame Damour m'a contacté il y a quelques années de ça, connaître la situation au niveau des travailleurs étrangers temporaires et aussi au niveau des travailleurs immigrants qui sont dans ces milieux-là. Et c'est en évolution et c'est en demande constante. Je ne m'occupe pas, comme on dit dans mon bloc d'affaires, je n'ai pas dans les surtransformés ou les usines de catégorie comme dans monographie B ou C, là, principalement, moi, c'est au niveau des abattoirs. Je suis très conscient de ces situations-là aussi quand même, là, mais présentement, on a à faire une demande constante et très importante de ces milieux de travail-là pour les travailleurs étrangers temporaires, puisque les migrants qui sont ici depuis peut-être quelques années même, ne suffisent plus à répondre aux besoins dans ces milieux de travail-là. Du fait, comme on dit dans un langage courant, c'est dans les moins sexy, dans les milieux de travail. Donc, je disais tantôt, oui, moi je viens du milieu de l'agriculture, mon père est agriculteur, producteur d'œufs à l'époque, etc. On avait plus ou moins, et rarement, on voyait, c'était tout le temps une question familiale, le monde travaillait sur la terre, etc. Présentement, c'est moins populaire pour dire que ça ne l'est pratiquement plus, d'où l'automatisation. Et présentement, une des deux pistes de solution dont parlait le ministre Boulet le printemps dernier, ou dans le domaine des abattoirs, c'est la robotisation, l'automatisation, parce que les pénuries de main-d'œuvre dans ce secteur-là sont plus qu'évidentes. Comme je disais tantôt, c'est toujours une demande constante pour avoir plus de travailleurs étrangers temporaires. Il y a présentement à peu près plus aucun travailleur d'origine québécois, je veux dire, là, de souche, là, pour bien m'exprimer, là, qui vont faire application dans ces milieux de travail-là. Donc, c'est de moins en moins populaire. Nonobstant les salaires qu'on négocie présentement, bon, c'est sûr que j'ai fait un peu malgré moi la manchette et les réseaux de télévision au début de l'été dernier pour la grève qui a eu lieu dans le secteur de Bellechasse. Et malgré les salaires négociés, il n'y a toujours pas plus de travailleurs, de gens de la région qui veulent aller travailler dans ces milieux-là, dans cet abattoir-là. Donc, en considérant que dans des abattoirs avec des milieux syndiqués, avec des conditions de travail négociées et observer qu'il y a une difficulté d'avoir des travailleurs des régions, de la région, mais c'est clair que dans les autres secteurs d'activité, où il y a de moins en moins de représentation syndicale, où il y a de moins en moins de gens qui veillent à l'application des conditions de travail, ça doit être encore plus difficile d'avoir de la main-d'œuvre. Ça, c'est clair. Donc, présentement, les demandes se font pour ce qu'on connaît là, au niveau des paliers de gouvernement d'Immigration Canada, de 10 à 20 Et là, les efforts sont faits pour y aller de façon illimitée au niveau de l'embauche des travailleurs étrangers temporaires.
Donc, les demandes qui sont ces deux grosses industries-là s'en vont de plus en plus vers ça. Pour eux, malheureux à dire, mais c'est comme la seule solution qu'ils voient à court et moyen terme. Il n'y en a pas d'autre. Il faut dire aussi que on voyait tantôt dans le cours, c'était très bien fait d'ailleurs au niveau de toutes les choses de théâtre, là, de toutes les séquences, mais au niveau d'avoir de la difficulté à pouvoir se tourner sur soi-même dans ces grosses industries-là. Si on roulait on avait un roulement de 600 employés qui travaillaient et qu'on tombe à 500, qu'il nous en manque 100 parce qu'ils sont partis comme le mot magique disait, ailleurs. Là. Il y a beaucoup de monde ailleurs. Là. Mais s'ils sont partis ailleurs pour avoir des meilleures conditions de travail et dans notre cadre d'activité, pas nécessairement des meilleurs salaires souvent, mais on veut lâcher le milieu des abattoirs pour aller dans des places où ce qui fait un peu mieux vivre, où ce que l'indice bonheur est plus élevé. Mais quand dans ces industries-là, on passe de 600 à 500 employés à l'intérieur d'un an, pour différentes raisons, c'est très difficile de répondre aux contrats des clients ou des sous-traitants qui vont fournir les clients des deuxième, troisième transformateurs. Donc, c'est là les enjeux où ils font des pieds, des mains, des demandes au niveau du ministère de l'Immigration qui peuvent avoir les firmes aussi pour pouvoir avoir ces travailleurs étrangers-là. Pour eux, c'est la seule solution. L'automatisation, robotisation implique souvent des changements majeurs dans les entreprises, dans les usines en question. C'est pas toujours, ça se dit bien, on va tasser le mur, monter le plafond, mais c'est pas toujours comme ça, ça se fonctionne pas comme ça. Donc, ça dépend, on demande des investissements majeurs. Un gros transformateur alimentaire, en a fait un dans la région de Saint-Damas, au coût de 35 millions, bâtir un nouveau département, pour pas dire une usine annexée à son usine, ce qui a mis beaucoup de robotisation, mais encore là, lui aussi fait appel à la main-d'œuvre étrangère temporaire parce que même s'il est bien réputé dans la région, il continue à peiner à avoir des gens, des travailleurs qui sont intéressés à aller là. Donc, c'est la situation au niveau de l'alimentaire. Je le dis au niveau de la volaille. Même chose aussi, j'ai dans mon portefeuille d'affaires un abattoir de bœuf, Bouvillon, même principe. Et de ce que je côtoie, de ce que je connais au niveau du porc aussi, même chose. Dans notre section locale, on a des usines de transformation de porc, même chose. Dans tout ce secteur d'activité-là, dans les abattages, et puis on dit... on s'en nourrit, hein, faut bien manger, mais là, à un moment donné, c'est que c'est la difficulté des transformateurs à avoir c'est des employés pour faire le travail. Donc, on s'efforce de maintenir des conditions de travail puis des choses négociées. On faisait référence dans le cours vidéo tantôt au changement d'horaire, des concessions à faire pour pouvoir répondre à la demande des clients, puis on dit que le client a toujours raison. C'est assez difficile parce que tout le monde veut avoir des bonnes conditions. Puis en quelque sorte, c'est le conflit qui va arriver entre la chaîne d'alimentation et le grossiste alimentaire qui va avoir son matériel le lundi matin. Il aura fallu le travailler le dimanche. C'est pas tout le monde qui va le travailler le dimanche. Malheureusement, ce qu'on constate, malheureusement, c'est un constat, les gens qui sont dans des milieux syndiqués depuis 20, 30, 40 ans vont dire non à travailler le dimanche. Par contre, on voit très bien que des gens, des migrants qui sont ici depuis quelques années ou même des travailleurs étrangers temporaires vont être plus enclins à dire OK, ils vont moins revendiquer des choses qu'ils ont. Donc, il y a une espèce de direction qui se prend là-dedans, qu'on constate, où ce que je dirais que c'est peut-être plus facile de faire des aménagements à des gens qui se sont pas battus pour acquérir ça. Donc, ça amène des conflits dans les milieux de travail entre je dirais, les anciens et les nouveaux qui viennent d'origine ethnique différente ou qui sont de passage, dans le cas des travailleurs étrangers temporaires. Là, je parle des contrats qui viennent principalement du Mexique ou peut-être des îles Maurice dans ces coins-là, dans les Philippines, ces choses-là. Donc, eux autres revendiquent moins, vont plus être portés à dire OK, c'est beau, on va se conformer, on est ici fait de l'argent et on en envoie une partie chez nous puis on retourne après. Là. Donc, c'est ça, les enjeux sont différents. Donc, au niveau des milieux de travail, il y a un clash à un moment donné qui se fait. Donc,
Parfait. Donc, c'est un peu le point que je voulais, oui, apporter concernant notre milieu dans le monde alimentaire, ce qui se passe avec la réalité qu'on a avec les travailleurs étrangers versus les travailleurs les locaux, etc. Malgré tout, il se fait une belle symbiose. Il faut travailler fort pour les mobiliser et ça se fait quand même assez bien. Les gens comprennent que les syndicats sont là pour le représenter puis améliorer, conserver leurs conditions de travail. Donc, des fois, il faut prendre le temps, un peu de les expliquer, hein, parce qu'ils ne veulent pas déplaire au patron. Ça, c'est une chose. Hein, c'est tout le temps, ils sont aussi de travailler, donc ils ne veulent pas perdre leur job, mais on vient à bout. Puis on a bien espoir que ça puisse continuer et de s'améliorer, malgré qu'on a des défis assez importants à ce niveau-là. Ouais. Merci. Vous avez été vraiment excellent à respecter le temps. Je cède maintenant la parole à Mme Bachand. Donc, je vous informe à 8 minutes et je vous coupe le micro à 10. Parfait. Merci beaucoup. Avant de débuter, je veux saluer vraiment le travail de recherche qui a été fait là, dans le domaine là, des services de garde. J'ai trouvé ça excellent. C'était très approfondi puis très complet là, sur la situation du réseau. Vous m'entendez bien? Moi, j'ai débuté ma carrière dans un CPE qui était non syndiqué. Et puis, à cette époque-là, je n'avais pas de référence là, sur qui décidait mes conditions de travail. Là. Je suis rentrée dans ce CPE-là, puis il y avait ce que la directrice m'a dit que j'avais comme condition. Puis je savais que mon salaire était déterminé par le gouvernement, tout simplement. Au fil du temps, j'ai sorti de mon ignorance et j'ai fini par comprendre là, les rouages. Puis mon CPE s'est syndiqué. Puis je suis maintenant là, à la table nationale, là, comme on disait dans la présentation. Et je négocie moi-même les salaires et ça me permet d'avoir une vision vraiment d'ensemble. La quantité de travailleuses en CPE au Québec, il y en a 50 % qui est syndiqué. Puis moi, dans ma centrale, on représente 80 % de ce fameux 50 %-là. Donc, j'ai la plus grosse table de négociation et on est souvent un pas en avant là, à la table avec le ministère. Puis, le ministère, ce qu'il va faire après, c'est qu'il va faire un copier-coller de ce qu'on aura négocié avec lui au niveau monétaire. Il fait un copier-coller sur les autres centrales syndicales, puis sur les milieux non syndiqués. C'est comme ça que j'avais le salaire déterminé par le gouvernement quand j'étais dans un milieu non syndiqué, sans même savoir comment ce salaire-là avait été déterminé. Donc, le salaire étant négocié à la table syndicale, la situation qu'on vit présentement, qui est problématique, c'est que avec le ministère, il y a aussi des associations patronales et maintenant le Conseil du Trésor. Je vais faire un petit bout tantôt sur le conflit actuel qu'on vit, là. Mais les places qui ne sont pas syndiquées, ils ne font pas face aux mêmes associations patronales que nous parce qu'eux, ils ont seulement leur directrice générale puis bénéficient des conditions qu'on a négociées. Mais nous, à la table de négociation, dans les milieux syndiqués, on fait aussi face aux associations patronales qui se sont structurées avec les années et qui sont de plus en plus forts et solides et qui s'échangent des bonnes idées entre patrons d'une place à l'autre, d'une région à l'autre. Et une négociation, il y a toujours des avancées, des reculs, des gains, des pertes, des échanges. C'est comme ça une négociation. Donc, la situation qu'on a vécue dans les dernières années, et c'est avec le contexte là, des libéraux qui ont grandement saccagé le réseau là, des CPE, favorisé le privé, imposé des compressions budgétaires. Les conditions de travail se sont vraiment dégradées dans les dernières années, en partie suite aux négociations, parce qu'on a vraiment fait des luttes, mais qu'on a frappé des murs à plusieurs reprises, puis on a eu une dégradation. Je vous donne un exemple, les congés fériés. Pas la dernière négociation, mais l'autre avant, on a perdu 2 congés fériés. Donc, au lieu de 13, on est maintenant à 11 congés fériés pour les travailleuses qui travaillent 4 jours semaine, là, ce qui est la norme dans les CPE. Ça, c'était une concession due à la partie patronale pour faire d'autres gains. Le gouvernement a ensuite copié-collé nos conditions, mais pas toutes les conditions. Il fait juste envoyer l'argent dans les milieux non syndiqués. Donc, on s'est retrouvé avec des milieux non syndiqués qui avaient, grosso modo, plusieurs places avec des conditions supérieures aux nôtres dans les milieux syndicaux, alors que c'est nous qui faisons la négociation. Les milieux syndiqués continuent à recevoir des subventions. Les milieux non syndiqués ont continué à recevoir des subventions pour avoir 13 congés fériés.
Et les employeurs n'ayant pas fait partie de la négociation continuent à donner 13 congés fériés à leurs travailleuses, même si elles ont des semaines normales de 4 jours. Mais les milieux syndiqués, nous, vu que c'était partie prenante de la négociation, on est tombé avec 11 congés fériés au lieu de 13. Ça fait une compétition qui est un peu déloyale avec les milieux non syndiqués. Puis c'est pas tant une compétition, c'est juste que ça nous laisse un goût amer, nous, en disant, bien, tout ce qu'on gagne, tout ce qu'on va réussir à aller chercher, ils vont l'obtenir en ne faisant absolument rien, mais ils vont maintenir les conditions pour lesquelles nous, on a dû faire des concessions. Ça, c'est le premier volet qui fait en sorte que si on pouvait avoir une situation idéale, ce serait que tous les CPE seraient syndiqués. Parce qu'on aurait la force du nombre, puis parce que ce qu'on ferait à la table de négociation, bien, ce serait tout le monde qui aurait les mêmes concessions, puis on parlerait tous de la même voix. Le contexte qu'on a actuellement, je ne l'ai pas dit encore, mais je suis en grève aujourd'hui. On est dans un gros conflit de travail là, au niveau syndical. On est à notre 10e journée de grève nationale, ce qui est historique. Aujourd'hui, on est en vote de grève générale illimitée. La complexité du conflit dans lequel on se trouve actuellement, c'est que le gouvernement actuel, qui après ma barre, semblait privilégier les maternelles 4 ans, puis a fini par entendre que la population, c'est pas tant ça qu'il voulait qu'on continue à privilégier les CPE, a entendu l'appel des éducatrices sur la place publique pour améliorer leurs conditions de travail. Cet appel-là, de quelle façon il est arrivé? Suite à la pandémie, il y a eu vraiment une pression là, mise sur les services de garde parce qu'on a été mis en service de garde d'urgence. Et les travailleuses de milieux non syndiqués se sont mis à se mobiliser ensemble et à dire « Hey, on n'est pas reconnus, nous, comme éducatrices. » Elles se sont mobilisées, elles ont sollicité la population à les appuyer. Ce qui est louable en soi parce que c'est un cri du cœur. Mais nous, syndicalement, ce qu'on leur disait, c'est qu'on est nous, on ne pouvait pas avoir exactement le même combat que les milieux non syndiqués parce qu'on représente aussi d'autres appellations d'emploi. Dans un CPE, il n'y a pas seulement des éducatrices, il y a aussi des responsables en alimentation, des travailleuses dans les bureaux. Mais les milieux non syndiqués ont continué cette lutte-là et le mouvement populaire a fait en sorte qu'on est dans une conjoncture puis un contexte exceptionnel là, pour une négociation. Puis le gouvernement de la CAQ a choisi de privilégier de répondre à cet appel-là, même si l'appel venait des milieux non syndiqués, a choisi d'y répondre au sein de notre négociation, nous, en tant que milieu syndiqué, en donnant des augmentations salariales aux éducatrices qualifiées, même en imposant des nouvelles conditions salariales avant même qu'on ait terminé la négociation, parce que le gouvernement voulait donner ces augmentations-là, même aux milieux non syndiqués qui, eux, sont un peu tributaires de notre négociation. La problématique qu'on vit actuellement, c'est que nous, comme syndicat, on dit qu'on n'a pas juste des éducatrices qualifiées, donc on doit poursuivre la lutte pour réussir à avoir des augmentations salariales également pour nos autres appellations d'emploi. On se bat pour un rattrapage salarial qui aurait dû avoir lieu, qui n'aurait pas dû se dégrader en fait, parce qu'on a eu un rattrapage salarial en 99, puis là, 20 ans plus tard, on est encore dans la même situation à se battre pour un rattrapage salarial, parce que nos conditions se sont dégradées, puis on n'a pas suivi. Les assurances collectives ont tellement augmenté au fil des années. Les arrêts de travail se sont multipliés dû à la charge de travail qui est toujours de plus en plus lourde et de plus en plus difficile. La dégradation des conditions de travail fait en sorte que j'ai plusieurs travailleuses qui quittent. Les assurances augmentent, donc on s'appauvrit. On est dans la roue qui tourne. Alors, idéalement, ce serait que tout le monde serait syndiqué. C'est ça pas mal la fin de ma réflexion. Là, ça aiderait beaucoup qu'on se battrait tous en même temps de façon solidaire. Il y a aussi le contexte des garderies privées, parce qu'une fois que le gouvernement, on s'entend avec lui sur les salaires qui appliquent aux autres tables syndicales, puis aux milieux non syndiqués, ensuite, il envoie de l'argent aussi dans les garderies privées subventionnées. Sauf que la problématique qu'on a, c'est qu'il n'y a pas les mêmes exigences. C'est plus une suggestion. Je vous envoie de l'argent et je vous suggère de suivre l'échelle salariale que j'ai négociée avec les syndicats. Mais les garderies privées, ils sont à but lucratif. C'est ça le gros enjeu. Donc, ils gardent une portion de l'argent pour payer leur hypothèque. Oui. Merci. Pour payer leur hypothèque puis garder leur fonds de commerce. Et c'est directement dans les conditions de travail des travailleuses en garderie privée que c'est pris. Donc, ça, c'est une grande problématique parce que le gouvernement envoie de l'argent, mais ne fait pas le suivi serré pour s'assurer que les conditions de travail dans ces milieux, dans ces garderies privées-là, soient à la hauteur.
Et avec la multiplication des garderies privées dans les dernières années, on s'est retrouvé justement avec une problématique de conditions de travail dégradées. Et là, je n'embarque même pas sur le volet des garderies non subventionnées parce que c'est encore pire. Dans les garderies privées subventionnées, déjà là, la qualité, elle est variable. C'est un peu le Far West. Il y en a des bonnes, puis il y en a vraiment que les employeurs sont là pour le capital. J'ai même été dans un CPE, dans une garderie privée subventionnée qui venait de se syndiquer et le propriétaire m'a dit « ça me fait bien suer parce que là, je vais perdre des cotes. Mon commerce sera plus revendable au même prix à cause que vous vous êtes syndiqué. » Donc, c'est une lutte là, qui est vraiment à finir. Il faudrait que les garderies privées subventionnées soient transformées en CPE. Et même chose, là, les garderies privées non subventionnées ne devraient même pas exister, là, à mon sens à moi. Ça fait le tour. Merci beaucoup, Mme Vachon. Je me tourne maintenant vers M. Marchal de l'AQI. La parole est à vous pour 10 minutes. Merci. Ça fait beaucoup de contenu à digérer en quelques minutes. Alors, je vais tenter d'être bref également. 2 petits instants. Donc, je vous présente notre association, donc, qui est une association qui regroupe des informaticiennes et informaticiens indépendants, une association qui a été fondée en 1993 comme organisme à but non lucratif. L'AQI, ça représente la voix de plus de 26 000 travailleurs autonomes, pigistes, micro-entrepreneurs en technologie de l'information à travers le Québec. Si vous voulez, ça rassemble le plus grand bassin de talents en TI au Canada, toute expertise confondue, qu'on parle de chargés de projet, de programmeurs, de développeurs, d'analystes. Donc, à titre d'unique communauté d'affaires québécoise, nous sommes exclusivement dédiés aux consultants indépendants en TI, et cela depuis plus de 28 ans. Et nous avons plus de 1300 membres. Donc, c'est ce qui définit notre association, qui a été créée par une dizaine de personnes qui se concertaient sur le fait d'être un indépendant dans les années 93. Donc, l'OBNL a été, si vous voulez, incorporé en association. Et depuis, l'association propose toutes sortes de conditions, propose toutes sortes d'améliorations aux travailleurs autonomes. Alors, essentiellement, ce que je peux vous dire, c'est que lorsqu'on est travailleur autonome, on a un statut fiscal particulier. Donc, il faut démontrer qu'on est en entreprise, qu'on a différents contrats avec différentes entreprises, qu'on n'est pas un employé de quelqu'un. Hein. On est souvent une entreprise indépendante à 1 ou 2 personnes. Donc, ça, c'est une réalité qui a commencé à débuter il y a 20-25 ans. Et de plus en plus, le marché est en train de se scinder de cette façon-là. Avec la pandémie, le télétravail, on voit qu'il y a vraiment, je vous dirais, une augmentation de travailleurs indépendants. Alors, nous, on représente les gens en TI et on essaie à l'association, quand on est membre chez nous, d'optimiser un petit peu leurs conditions de travail en leur donnant, par exemple, accès à comment trouver des contrats, à administrer son entreprise, à optimiser leurs finances, à protéger leur statut fiscal. Et c'est là-dessus que j'aimerais éventuellement développé ce matin. Est-ce qu'il soit aussi assuré au niveau médicaments, assuré au niveau de l'invalidité, assuré au niveau de l'erreur et omission, puisque 94% de nos membres sont incorporés en société, en entreprise, donc personnes morales distinctes. Il faut aussi qu'ils renouvellent leurs compétences. Il faut aussi qu'ils puissent réseauter entre eux. Donc, voilà un peu tous les besoins auxquels l'association s'attarde pour proposer donc un mouvement qui améliore les conditions de travail donc de ces consultants indépendants qui souvent travaillent de chez eux depuis plusieurs années. Donc, pour eux, le télétravail n'était pas une nouveauté, mais plutôt une réalité bien en prise.
Nos valeurs à l'association, ben, c'est l'entraide, le professionnalisme, l'intégrité et l'indépendance. Notre mission, c'est vraiment de développer la communauté des consultants indépendants en TI au Québec en faisant la promotion de leur expertise, en soutenant leur développement professionnel, en favorisant l'entraide entre les membres et bien sûr en défendant leurs intérêts. Alors, juste une petite anecdote pour vous dire que dans les années à peu près 2005, il y avait au niveau du fisc du Québec là, une certaine insistance à aller vérifier les statuts fiscaux des indépendants, ce qui a donné lieu à certaines joutes légales entre leur statut fiscal, leur contrat et le gouvernement. Parce que vous comprenez que lorsqu'on est imposé individuellement, on paie un taux d'impôt plus élevé que lorsqu'on a une entreprise où on est imposé, moins imposé. Mais il y a des dépenses, il y a d'autres choses aussi. Donc, tout ça pour faire court, pour vous dire qu'il y a eu des joutes légales et il y a eu des victoires. Il y a eu jurisprudence qui a été faite pour reconnaître le statut donc du travailleur indépendant et pour démontrer en fait que ce n'est pas parce qu'on travaille avec une entreprise où on va chez le client, où on a un horaire de travail, où on utilise les outils technologiques du client, où on est intégré un petit peu chez le client pas employé, mais je veux dire comme payeur, le fait de devoir remplir des feuilles de temps. En fait, toutes ces étapes-là ont été reconnues par la Cour en disant que c'était normal, que ça fait partie de la gestion de projet et que le payeur avait le droit de faire des suivis sur ses coûts. Et donc, en reconnaissant qu'il n'y a pas de lien de subordination entre le travailleur, le consultant indépendant et le payeur. Donc, on reconnaît un statut d'indépendant, on reconnaît que c'est normal qu'un informaticien qui travaille pour Desjardins puisse avoir des mandats de 12 à 18 mois et que, ce faisant, il correspond à la définition du travailleur autonome. Alors ça, c'était très important à défendre ces intérêts-là dans les années 2005-2015. Maintenant, en 2021, l'entrepreneuriat en technologie de l'information est très, très présent. On assiste à un phénomène, à un impact, si vous voulez, de ce travailleur autonome-là sous deux volets. Le premier volet, c'est qu'il y a une forte tendance à la sous-traitance, donc une prestation de service en sous-traitance, mais il n'y a pas du tout de sécurité de travail du point de vue contractuel. Et deuxième constat, c'est que le fournisseur de services est là pour donner un résultat très, très spécifique avec des objectifs très précis. Donc, ce qui est recherché dans cette externalisation pour l'industrie, c'est la flexibilité accrue de rendre les contrats plus petits et de permettre de rentrer et de sortir de ces contrats-là à volonté. Donc, vous êtes branché ou vous êtes débranché. Ça vous permet d'avoir accès à des fournisseurs de services en allant en sous-traitance qui sont très qualifiés, mais qui ont une expertise très, très pointue pour la prestation de services. Donc, dans le futur, en fait, on doit, si vous voulez, continuer à travailler en collaboration avec les travailleurs indépendants et le milieu pour maximiser la synchronisation des attentes entre les deux parties. Et le marché est en mouvance, les meilleures pratiques aussi. Donc, il faut être très à l'affût sur les clauses de pénalisation dans ces contrats-là de sous-traitance. Et l'enjeu le plus important, c'est de garder cette indépendance-là, la fierté d'être indépendant et d'assurer une harmonie entre l'entrepreneur et la prestation de service. Donc, grosso modo, je résume ça de cette façon-là. Merci. Merci beaucoup.
clairement, tout le monde respecte le temps. Alors, je me tourne maintenant vers M. Moustapha Enaoué pour 10 minutes. À vous la parole. Bonjour, merci. Juste pour commencer, je vais parler les enjeux dans l'industrie de poulet avec le travail à travers des gens de déplacement. Aussi, dans les entrepôts, c'est connecté avec la transformation de l'alimentation aussi. Pour nous, dans le centre de travail travailleurs immigrants, nous sommes travail plusieurs avec les deux types de travail. Le travail des gens de déplacement, aussi à la même temps, le travail des étrangers temporaires. Et c'est avec les industries de poulet, particulièrement, aussi tout l'agricole, c'est vraiment le problème, c'est les conditions. Can you, I think I'm done. Okay. Le problème, c'est avec le plus et plus le outsourcing et le sous-contracté crée de pression dans tout le champ de valeur pour le travail dans l'industrie de poulet. So, la problématique, c'est avec les attrapeurs de poulet, c'est nous sommes travaillons toujours dans la même compagnie. C'est le travail de l'étranger avoir plusieurs viennent de Guatemala, de Mexique. C'est vraiment travail avec la cotisation de plus de 3000 attrape 3000 poulets par heure. Et c'est la condition dans l'espace, il n'y a pas d'espace parce que c'est je m'excuse pour la phrase triggering, mais il n'y a pas d'espace entre les poulets, c'est où les poulets habitent. Il n'y a pas de nettoyage. Tout le fume de le fécis de poulet et tout ça, c'est vraiment concentré. Dans cette place, il y a des ratios de un temps, 30% des travailleurs, c'est avec l'accident de travail. C'est vraiment travail dur, c'est 12 heures par jour. Et après, c'est quand les travailleurs allaient le CNSST, c'est gagné, mais le problème, c'est la fraction contre les employeurs, particulièrement pour les attrapeurs, c'est rien. C'est une fois $600 pour services agricoles ou pour le sarrasin. C'est rien de fraction. So, nous sommes toujours rencontrés pas le même travailleur, les nouveaux travailleurs dans la même compagnie. La problématique, c'est pas changé pour les travailleurs. Et toujours augmenter le champ de valeur de poulet, c'est dans l'abattoir, c'est nous sommes travail plusieurs avec le travail des gens de déplacement ou le journalier, c'est qui travaille la place comme Viande Concorde, aussi All Email, c'est qui travaille pour l'agence de placement. À côté, le travailleur de régulier, à côté, le travailleur de syndicalisé, mais c'est rien de protection. Toujours, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de formation de santé et sécurité au travail. Et toujours, il y a le problème avec l'abattoir parce que c'est avant la régulation, la loi 76. Il y a plusieurs fly-by-night agencies dans l'abattoir. So, il y a des dossiers, nous sommes travaillés avant 10 ans. Il y a de gros reportages à Radio-Canada
Il y a des groupes de travailleuses de Mexicains qui travaillent dans l'abattoir, la transformation de poulet. C'est le gros machine cassé, c'est qui coupait le poulet. C'est créer des injuries de plusieurs de travailleuses. C'est quand les travailleuses allaient, les gens se placent pas pour demander leur argent, les gens se fermaient. Réouverture le prochain jour avec un nouveau nombre, avec une nouvelle gestion, mais la même agence de placement, envoyer la même place. Ça, c'est toujours le problème pour le travailleuse des agences de placement. Aussi, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes parce que c'est plus et plus les abattoirs besoin d'embaucher à Montréal. C'est mais plus et plus loin de Montréal aussi. C'est parce que c'est à Rive-Sud, Saint-Eustache. Toujours, il y a des problèmes avec la transportation, avec les agences de placement. La personne, c'est pas libre ou pas payé. C'est donné en instance Concord Meat, c'est quand le travail finit, peut-être 8 heures de jour. Le problème, c'est le boss des gens de placement, c'est pas venir après 2-3 heures. Tous les travailleurs ont besoin de rester la place, pas payé. Il n'y a pas de salaire. Aussi, les travailleurs ont besoin de payer pour la transportation, pour les gens de placement. Et tout ça. C'est vraiment, il y a de pouvoir parce que c'est pour toutes les personnes qui travaillent dans l'abattoir, c'est comme Concord Meat, c'est vraiment nouveau. Nouveau arrivant, c'est une demande d'asile, c'est beaucoup de demandes d'asile. C'est qui venir le dernier 2 ans, le Trump Refugee, c'est plusieurs de personnes de Haïti, de l'Inde aussi. Vraiment, créer des situations, il y a de grands pools de travailleurs, travailleuses. C'est qui est disponible pour cet abattoir. Il n'y a pas de problème pour les accidents au travail ou beaucoup de personnes s'est quitté ou avec l'accident de travail parce que c'est toujours, il y a de nouveaux travailleurs. C'est disponible à Metro Saint-Michel, à Metro Park et tout ça pour aller à Sherrington, aller Concord Meats, aller au Holly Mill. Vraiment, le problème, c'est 2 minutes. Il y a de plus et plus de précarisation dans la valeur de chaîne de poulet. À côté, le même temps, les travailleurs syndicalisés. Pour les pistes d'action collective, pour nous, pour le Centre de travail travailleurs immigrants, il y a deux questions ou 2 niveaux vraiment importants pour changer la situation. C'est le premier, c'est vraiment comment couper les pouvoirs, les employeurs, utiliser les peurs de travailleurs parce que c'est une situation, immigration, c'est vraiment précaire. Le permis fermé, le permis de travail fermé, ou la personne peut-être sans papier, pas avec le permis rien de permis de travail ou le droit de travail. Ou la personne, c'est vraiment, c'est leur premier travail, le besoin de travail pour aider la famille. Aussi, en même temps, c'est comment les syndicats, pour extendre leur collective agreement pour les travailleurs des agences de placement, aussi une question de plus en plus importante. Parce que c'est le problème pour nous, c'est il n'y a pas de il y a de places de travail, c'est pas syndicalisé tout, mais plus et plus dans l'abattoir, il y a des travailleurs règles, il y a des travailleurs précaires à la même place.
So, comment augmenter la situation ou syndicaliser directement ou extendre le collective agreement. Aussi, comment les syndicats, comment utiliser les nouvelles lois, le 176. C'est comme le même travail, le même pays, le même salaire. Merci de conclure. Énorme, s'il vous plaît. Ça, c'est vraiment une importante chose. Aussi, avec les nouvelles lois de santé et sécurité au travail, c'est aussi donner une chance parce que c'est il y a de maintenant toutes les industries besoin avec plus de 20% avoir un comité de santé et sécurité au travail. So, peut-être donner-nous un mouvement, les chances, c'est comme l'allemand. Il n'y a pas de pouvoir dans le comité, mais il y a des chances, c'est comme le Work Councils en allemand. C'est l'idée de Work Councils en allemand, c'est en avant pour undermine les syndicats. Mais les syndicats utilisaient le Work Councils pour augmenter leur position. So, peut-être avec les nouvelles lois, c'est comment les syndicats peuvent utiliser les nouvelles réglementations pour aider les travailleurs précaires pour former le comité de santé et sécurité au travail. C'est peut-être pour donner la première étape pour la syndicalisation aussi. Je vous arrête ici. Je pense que cette question, on pourra la reprendre lors de la plénière parce que c'est vraiment tout le temps que nous avions pour votre présentation. Je m'excuse, c'est un peu brutal, mais c'est le travail qui m'a été demandé. Alors, je me tourne maintenant vers Guy Bellemare, à qui je cède le micro tout de suite pour ne pas abuser sur le temps de pause. Donc, ce que je vous présente, c'est extrait d'une revue de littérature sur les pratiques émergentes dans d'autres pays et en partie à partir de nos études de cas. Donc, comme Martine disait au début, il y a une régulation sectorielle où, à l'intérieur des chaînes de valeur ou à l'intérieur des entreprises réseau, il y a une régulation sectorielle qui existe, mais qui ne passe pas nécessairement par les lois du travail ou des conventions collectives, qui passe par toutes sortes de règles budgétaires, de qualité hygiénique des lieux de travail, par exemple dans la chaîne du poulet. Donc, il y a un ensemble de règles qui ne visent pas directement le travail ou les conditions de travail, mais qui ont une influence, dans certains cas, extrêmement importante sur l'organisation du travail et les conditions de travail. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est, dans le contexte des chaînes de valeur entreprises-réseau, quelles normes peuvent être développées et pour qui, premièrement. Deuxièmement, quelles modalités de définition et de généralisation de ces normes-là. Puis, troisièmement, quelle surveillance de l'application des normes et quelles sanctions. Donc, premièrement, quelles normes? Les normes peuvent viser les travailleurs salariés seulement, mais on se rend compte que dans ce genre d'entreprise-là, en réseau ou en chaîne de valeur, il y a énormément de travailleurs indépendants ou qui ont des statuts comme immigrants temporaires qui posent des enjeux particuliers. Donc, est-ce qu'on doit se contenter de réguler le travail salarié ou tenter d'élargir aux autres formes d'emploi? Et les normes, ça renvoie à l'idée qu'il devrait y avoir des normes sectorielles qui seraient définies soit par l'État, soit par les donneurs d'ordre, négociées ou pas, ou par les entreprises directement. Les normes peuvent viser donc les salariés et les indépendants. Il y a la loi sur le statut de l'artiste qui pourrait être un point de départ, combiné à la loi au Code du travail pour élargir les définitions de travailleurs à salariés et travailleurs indépendants. Peu importe le statut des salariés, il y a le régime des décrets de convention collective au Québec qui peut être une alternative pour établir des normes à différents types de salariés, de travailleurs, qu'ils soient salariés ou indépendants. Ou on peut viser en se disant que, ce n'est pas exclusif, là, mais en se disant que c'est un chemin qui peut être très ardu, mais il y a un autre chemin que dans certains pays, on a tenté, c'est on vise à établir des normes de citoyenneté, c'est-à-dire qu'on essaie d'établir des normes du travail qui vont être indépendantes des milieux de travail dans lesquels on travaille. C'est-à-dire une sorte d'extension des règles de la social-démocratie
pour établir, par exemple, un revenu universel suffisamment élevé, des régimes de couverture sociale étendus, extension et bonification des régimes publics de pension. Donc, il y a des alternatives qui peuvent exister à cet égard-là. Quelle modalité de définition de la norme? Est-ce que la norme peut être définie par l'État seul ou avec les partenaires, par le donneur d'ordre, donc la tête de réseau, seul ou avec les partenaires sociaux, et ici, c'est les partenaires sociaux lesquels. Donc, je vais commencer par l'État. En regardant aller la jurisprudence, selon certains collègues juristes du travail, il y a peu d'espoir à se faire du côté de l'évolution de la jurisprudence du travail pour reconnaître le droit du travail dans les entreprises réseau, les chaînes de valeur, parce que cette jurisprudence-là est enfermée dans la définition juridique des établissements. Donc, les lois du travail sont basées essentiellement sur cette idée-là. Et la jurisprudence est très forte à cet égard-là. Donc, s'il y a des évolutions, ça va être soit par des lois du travail ou des mouvements de pression sur les entreprises têtes de réseau pour les forcer à réguler la chaîne de valeur ou l'entreprise réseau. Considérant qu'il n'y a pas eu, dans les 30 dernières années, beaucoup de législation du travail très innovante, on peut penser que s'il n'y a pas un vaste mouvement de mobilisation sociale, il y a peu de chances qu'il y ait des lois du travail nouvelles qui permettraient de résoudre les problèmes qu'on rencontre dans ces entreprises-là. Ceci dit, il faut considérer qu'au Québec, quand même, on ne part pas de zéro. Là. Si on regarde les lois du travail, les régimes particuliers de négociation de conventions collectives et les ententes qui concernent les travailleurs indépendants comme les médecins, etc., en 2014, il y avait quand même 1 200 000 travailleurs qui étaient couverts par des régimes de discussion de conditions de travail sectorielles. Donc, on n'est pas comme aux États-Unis, peut-être. Là, on a quand même une tradition à cet égard-là, ce qui fait que ce n'est pas insensé de penser qu'on pourrait avoir des modes de régulation de chaînes de valeur ou d'entreprises réseau. L'État peut aussi intervenir sectoriellement avec une logique marchande à travers ses contrats d'achat de services et de biens. L'État québécois et le fédéral le font déjà pour les questions d'équité en emploi. Hein. Il y a des obligations pour les entreprises qui font, je ne sais plus combien de centaines de milliers de dollars de chiffre d'affaires. Ils ont une obligation de présenter un programme d'équité en emploi et de l'appliquer. Donc, l'État pourrait se servir de ces contrats pour étendre à d'autres types de conditions de travail les exigences qu'il pose et la reddition de comptes qu'il exige de ces entreprises-là. Bon, quand on parlait des services de garde, l'État le fait déjà dans une certaine mesure dans les services de garde privés subventionnés. L'État l'a fait dernièrement dans les résidences pour personnes âgées où il a imposé une augmentation de salaire pour les préposés aux bénéficiaires et il a financé cette augmentation de salaire. Donc, il y a des précédents qui peuvent être étendus dans une certaine mesure. Cette régulation des relations de travail dans les chaînes de valeur peut se faire aussi par les acteurs privés. Dans certains pays, aux États-Unis et en Australie, entre autres, il y a des mouvements sociaux et syndicaux qui ont fait des coalitions. C'est difficile, une coalition, c'est fragile dans le temps, là, mais qui ont réussi à obtenir que la tête de réseau impose à ses sous-traitants des obligations en termes de conditions de travail, salaire, vacances, etc. Bien, on comprend que ça prend un mouvement social extrêmement puissant pour arriver à ça. Et dans certains cas, on a obtenu que les syndicats et les groupes communautaires, comme les mouvements de défense des travailleurs immigrants, puissent aller faire des inspections dans les milieux de travail non syndiqués, en plus des inspecteurs du ministère du Travail. Parce qu'un des enjeux dans ces secteurs-là, c'est le respect des règles, c'est le respect des normes du travail, que ce soit la loi des normes ou dans le cas où ils ont réussi à négocier ça, c'est le respect par les sous-traitants de ces conditions-là. Et une des façons efficaces qu'ils ont réussi à faire dans certains cas, c'est que la firme donneuse d'ordre est responsable. Si un sous-traitant ou une agence de placement qui sauve et qui ne paye pas son personnel, la firme donneuse d'ordre est responsable de payer les salaires qui ont été volés aux salariés et les autres conditions de travail et va imposer donc dans ces contrats, et là, ça renvoie un petit peu à une discussion qui peut être intéressante et que M. Chartrand, je pense, sur Marchand, sur les travailleurs des
technologie de l'information, c'est que la firme donneur stop, ça donne le pouvoir de rompre le contrat avec le sous-traitant s'il ne respecte pas les conditions de travail. Dernière étape, quelle surveillance dans l'application des normes et des règles? Bon, la logique commerciale peut être efficace lorsqu'on dit à un entrepreneur sous-traitant que tu ne seras pas payé ou tu vas perdre tes contrats si tu ne respectes pas les conditions du travail. Deuxième approche, c'est la surveillance stratégique. Aux États-Unis, ils ont visé certains secteurs d'activité qui sont particulièrement sujets au non-respect des conditions minimales de travail. Plutôt que de se répartir aléatoirement dans la province, ils visent des secteurs particuliers puis ils les suivent de façon très étroite. La co-surveillance, un petit peu ce que j'expliquais tantôt, c'est-à-dire que des syndicats et des organismes communautaires peuvent aller surveiller dans le milieu de travail non syndiqué le respect des normes, en plus des inspecteurs, possibilité de faire des plaintes pour les gens qui auraient peur de faire des plaintes ou qui ne connaissent pas leurs droits. Donc, ça, c'est évidemment un des enjeux de ça, c'est financer les mouvements communautaires et les organisations syndicales pour aller faire cette surveillance-là dans les milieux non syndiqués où les gens ne paient pas de cotisation syndicale. Une des façons de faire ça, c'est d'augmenter les pénalités, c'est mon dernier point. Les pénalités monétaires en cas de non-respect, parce que les entrepreneurs, évidemment, le langage de l'argent est important. Puis, par exemple, au Québec, en vertu de la loi des normes, un employeur qui se fait pincer à ne pas avoir volé des salaires aux salariés peut, et je dis bien peut, se faire imposer jusqu'à 20 de pénalités monétaires. À Seattle, la ville là-bas a un pouvoir là-dessus. Ils ont décidé que les amendes, ça pourrait aller jusqu'à 300 %. Avec cet argent-là, on peut commencer à financer des organismes communautaires, des syndicats pour aller inspecter les milieux de travail non syndiqués. Et je vais terminer avec le secteur agricole parce que, je termine là-dessus, un des enjeux qui a été discuté tantôt, c'est comment les grandes chaînes d'alimentation peuvent dominer les producteurs. Le ministre québécois de l'Agriculture a réuni ses homologues des autres provinces et territoires du fédéral dans la dernière année. Ils ont conclu une entente avec les grandes chaînes de distribution canadiennes pour essayer d'avoir un protocole de négociation entre les producteurs agricoles diversifiés et les chaînes d'alimentation. Et en cas de non-entente, il y a un mécanisme d'arbitrage. Je n'ai pas pu voir parce que ça a été négocié à la fin juillet, mais je me disais que ça pourrait être, le seul syndicat invité à participer à ça, ça a été l'Union des producteurs agricoles, mais ça pourrait être un genre d'initiative où, évidemment, ça va prendre un mouvement social, là, où les syndicats pourraient participer à ces discussions-là pour établir des conditions de travail dans toute la chaîne de valeur. Donc, je m'arrête ici. Merci beaucoup à tous nos panélistes. Vos propos ont été clairement allumants. Ça montre assez bien pensé, selon moi. Au nom de, je vais me faire la porte-parole de l'équipe de recherche pour remercier l'ensemble des panélistes, l'ensemble des participantes, le Théâtre Permis-nous, toute l'équipe du CRISE pour ces échanges très fructueux. Et oui, ce n'est pas impossible qu'on récidive. Entre-temps, vous serez avisés, puisqu'on a vos adresses courriels, vous serez avisés de quand la vidéo du colloque sera disponible en ligne et où on peut la trouver. Et également, on vous avisera lorsque l'ouvrage collectif issu des travaux sera disponible et comment vous pouvez vous le procurer. Alors, vraiment un sincère merci pour vos idées, vos disponibilités et les échanges très fructueux, en espérant que ça se poursuive. Je pense qu'il faut absolument que tous ces gens-là se parlent, continuent de se parler. Merci.